Salut tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la dette. Mais avant d'attaquer cette vidéo, je voudrais dire un grand merci aux plus de 3000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne la dernière fois avec ma dernière vidéo qui a, elle, dépassé les 100 000 vues. Et là encore, je voudrais dire un grand merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo, qui l'ont partagée. Ça m'a fait chaud au cœur de voir que ça vous avait plu et que vous étiez aussi nombreux à vous être abonnés à cette chaîne. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la dette, c'est le sujet du moment. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron a décidé de faire un plan de 100 milliards d'euros qui va augmenter notre dette en la faisant passer à 115% du PIB. Jusqu'à présent, on nous disait que si la dette un jour dépassait les 100% du PIB, ça serait la catastrophe absolue, un effet boule de neige qui la rendrait impossible à payer. On y est. Et justement, moi, j'aimerais qu'on étudie dans cette vidéo comment on en arrive là et surtout comment on peut faire pour s'en sortir. Comment on peut annuler la dette et regarder ce que propose Mélenchon avec l'idée d'une dette perpétuelle à taux nul. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors moi, depuis que je suis tout petit, j'entends parler de cette dette, en tout cas depuis que j'ai l'âge de m'intéresser à la politique, j'entends parler de la dette pour me dire qu'il faut réduire la dépense publique pour pouvoir la payer. Réduire la dépense publique, dans la bouche des libéraux, ça veut dire réduire les services publics, ceux qui nous manquent aujourd'hui cruellement, notamment dans le secteur de la santé, et jamais essayer de récupérer de l'argent là où il y en a beaucoup, dans les paradis fiscaux ou dans la poche des plus riches. Non, pour les libéraux, vraiment, pour payer la dette, le seul moyen, c'est de réduire les services publics. On va voir pourquoi. Mais d'abord, je voudrais vous faire remarquer une chose. C'est que depuis que les libéraux sont au pouvoir, depuis 2002, la dette n'a cessé d'augmenter. C'est-à-dire que les mêmes qui nous disent qu'il faut réduire la dépense publique pour faire baisser la dette n'ont pas arrêté de la faire grossir. Elle est passée de 60% du PIB fin 2002 à aujourd'hui, donc bientôt plus de 115% du PIB. Alors bien sûr, dans la période, il y a deux très grosses crises. La crise des subprimes de 2008 qui a fait passer la dette de 65% du PIB à 83% du PIB. Et puis la crise actuelle liée au coronavirus qui fait que notre dette va passer de 98% du PIB à 115% du PIB. Donc il y a certes deux grosses crises, mais entre chacune de ces périodes, il y a aussi une augmentation de la dette publique puisqu'elle passe de 60 à 65% du PIB entre 2002 et 2008 et qu'elle passe de 83% à 98% du PIB entre 2009 et la période actuelle avant les nouvelles dépenses qui sont liées au coronavirus. Alors pourquoi cette situation qui peut paraître un peu paradoxale? Pour deux raisons. D'abord parce que la dette est un outil politique et ensuite parce que certains ont intérêt à ce que la dette soit élevée et passe par des circuits financiers particuliers. C'est ce que je veux voir maintenant. Parlons d'abord de l'aspect politique de la dette parce que c'est le plus important, c'est celui qui fait tenir en réalité tout le système libéral. La dette, en fait, elle est utilisée pour nous imposer des politiques publiques qui vont contre l'intérêt du peuple. On nous dit qu'il y a une dette très élevée pour nous dire qu'il faut réduire les services publics. Pourquoi on fait ça? Pourquoi les libéraux font ça? Eh bien parce qu'ils ont un intérêt à ce que le privé remplace le public. Le public, à l'heure actuelle, c'est en quelque sorte une sortie du marché. C'est quelque chose qui n'a pas vocation à rapporter de l'argent. Or, pour les libéraux, tout doit être rentabilisé, y compris l'éducation, y compris la santé, y compris même dans certains cas les services de police par exemple. Et donc, ils ont intérêt à ce que les services publics diminuent pour qu'on dise « ils ne fonctionnent pas », pour les remplacer ensuite par des services privés dont on nous vante l'efficacité alors qu'en réalité, ils sont plus chers et souvent, ils sont moins efficaces. Ça, c'est le premier aspect. Mais il y a un second aspect dans l'aspect politique et c'est ce dont je vous parlais un petit peu vite fait, mais c'est qu'il y a certaines personnes pour qui finalement, on ne coupe jamais la dépense publique. Et ces personnes, c'est les riches. Pour les riches, c'est la fête absolue depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux. C'est-à-dire qu'on a cessé de diminuer les impôts qu'ils payent, l'exemple le plus récent étant la suppression de l'ISF, mais vous avez d'autres exemples avec le crédit d'impôt compétitivité emploi, le fameux CICE qui nous coûtait 20 milliards d'euros par an et qui a été transformé en baisse de cotisations sociales sur les entreprises. Tout cet argent, c'est de l'argent qui était payé et qui finalement ne rentre plus dans les caisses de l'État, ne permet plus d'alimenter les services publics qui allaient avec le prélèvement de cet impôt et donc nous affaiblissent en tant qu'État. Mais pour ces gens-là, eh bien, il n'y a jamais de problème, on nous dit jamais qu'ils coûtent trop cher. Et l'un des exemples les plus aberrants, c'est évidemment la suppression de l'ISF, puisque la justification de la suppression de l'ISF, c'est que désormais les riches ne vont plus
s'enfuir de France parce que l'impôt serait tellement insupportable qu'ils seraient obligés de fuir de France et que donc on récupérerait au final des avantages fiscaux en faisant en sorte que les riches s'installent chez nous ou restent chez nous. Mais en réalité, pour faire ça, on se prive de 3 milliards d'euros par an, donc c'est complètement absurde. Et si vous voulez rapporter ça à du service public qui serait utile maintenant, tout de suite, vous pouvez vous reporter à l'une des propositions de Jean-Luc Mélenchon qu'il faisait pendant la campagne présidentielle, qui était d'embaucher 10 000 médecins et 52 500 soignants pour l'hôpital, total 62 500 personnes, pour un total de 3 milliards d'euros. Bilan des courses, vous ne supprimez pas l'ISF et vous aviez la possibilité d'augmenter massivement les personnels dans l'hôpital. Et on voit aujourd'hui combien ça nous manque. Donc ça, c'est le premier aspect, l'aspect politique de la dette, avec à la fois l'idée de faire baisser les services publics et puis l'idée de donner toujours plus d'argent aux riches pour justement continuer à creuser cette dette et continuer à alimenter l'autre partie, donc la partie où on essaie de faire baisser les services publics. C'est un cercle vertueux pour les libéraux, mais très vicieux pour nous, les gens qui profitent de ces services publics. Donc vous l'avez compris, la dette est utilisée pour mener des politiques libérales qui vont profiter à certains, ceux qui ont des services privés qui peuvent remplacer les services publics, mais il y en a d'autres qui s'enrichissent sur notre dos avec ce système. C'est évidemment ceux qui prêtent, les banquiers, les financiers, qui apportent de l'argent aux États. Vous le savez sans doute, les règles de la Banque Centrale Européenne lui interdisent de prêter directement aux États. Pourtant, la Banque Centrale Européenne détient 18% de la dette française. Alors comment c'est possible cette histoire? Eh bien c'est tout simple. En réalité, la Banque Centrale Européenne a lancé une politique dite de quantitative easing, c'est-à-dire qu'elle dépense de l'argent pour racheter aux banques privées des titres de dette qu'elles détiennent. Et dans ces titres de dette privées, il y a des dettes d'entreprise, mais il y a aussi des dettes d'État. Bilan des courses, la France rembourse des intérêts à la Banque Centrale Européenne, une situation totalement absurde. Mais au passage, vous en avez tout un nombre qui s'enrichissent puisqu'ils prêtent l'argent aux États, ils perçoivent les intérêts, et quand le risque devient trop grand, la Banque Centrale intervient pour, en gros, récupérer ces titres de dette et enlever le risque pour les banques. Bilan des courses pour les banques, elles gagnent de l'argent au passage grâce à la dette, et quand le risque devient trop grand, elles sont couvertes par la Banque Centrale Européenne. Mais pour les États, rien de tout ça. Nous, on se retrouve juste dans des situations aussi absurdes que celle dans laquelle on est aujourd'hui. Pour ne vous donner qu'un chiffre, en fait, en 4 ans, de 2015 à 2019, la Banque Centrale Européenne, avec cette politique de quantitative easing consistant à racheter des titres de dette, a créé l'équivalent de 2550 milliards d'euros. Cette somme, c'est l'équivalent du PIB de la France. L'équivalent du PIB de la France créé en monnaie en 4 ans. Vous vous rendez compte de l'absurdité de la situation? Et cet argent, on n'en a rien vu. Il est parti dans les banques qui ont donc vendu leurs titres de dette à la BCE et ont utilisé cet argent immédiatement pour le placer sur les marchés financiers. Mais nous, on n'en a rien vu, ça nous a servi à rien, ça n'a pas amélioré l'économie, on n'a pas utilisé cet argent pour des choses utiles comme les services publics ou engager la transition écologique. Face à cette situation absurde, des gens demandent évidemment à changer les traités européens pour permettre à la Banque Centrale Européenne de prêter directement aux États. C'est ce que propose notamment Jean-Luc Mélenchon et c'est désormais ce que fait la Banque Centrale d'Angleterre qui prête au gouvernement du Royaume-Uni dans la période pour faire face au coronavirus. Mais même en restant dans les traités, il y a une petite faille qui pourrait être exploitée et c'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon avec ce qu'il appelle la dette perpétuelle et qui permettrait en réalité d'annuler la dette. Comment ça fonctionne? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. En fait, je vous l'ai dit, la Banque Centrale Européenne détient 18% de la dette française. Ces 18%, ça représente à peu près, pour vous donner une idée, la somme que va investir maintenant l'État pour faire face au coronavirus. On pourrait décider, puisque la dette n'est finalement que du papier, que cette dette devient perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de durée de remboursement, qu'on doit la rembourser un jour à l'infini. Et si on faisait ça, les 18% de dette française détenues par la Banque Centrale Européenne resteraient dans les bilans de la Banque Centrale Européenne, mais nous n'aurions pas à la rembourser concrètement. Bilan des courses, du point de vue pratique, ça reste dans le bilan de la BCE, donc la BCE ne perd pas d'argent, mais la France n'a pas à rembourser cette dette, donc elle est en réalité annulée. On pourrait même envisager des taux négatifs pour que cette dette fonde petit à petit dans le temps et s'épuise dans le temps. Mais en réalité, j'entre pas dans les détails, mais avec l'inflation qui est assez naturelle, normalement la dette finit par fondre petit à petit
dans les coffres de la Banque Centrale Européenne. Mais vous voyez, avec cette solution assez simple, on pourrait donc fictivement conserver la dette à l'intérieur de la BCE pour que dans les bilans ça reste, mais en réalité ne pas avoir à la rembourser. Ça, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon appelle la petite annulation de la dette. Mais il en propose aussi une grosse annulation de la dette qui consisterait à ce que la BCE, la Banque Centrale Européenne, rachète les titres de dette dans les banques privées, les titres de dette actuels, comme elle l'a fait dans les années passées, pour de nouveau transformer ces dettes en dettes perpétuelles que les États n'auraient pas à rembourser. Bilan des courses, on pourrait repartir de zéro, entre guillemets, et recommencer à investir, à utiliser les États comme des agents qui flécheraient l'argent, qui utiliseraient l'argent à bon escient pour principalement engager la transition écologique et retrouver des services publics dignes de ce nom, puisqu'on voit que des grandes puissances comme la France sont incapables de faire face désormais à des crises sanitaires comme celle du coronavirus, tant on a affaibli leurs services publics. Alors vous allez me dire, il est bien gentil Mélenchon, mais ça n'arrivera jamais. Eh bien figurez-vous que désormais, même des gens qui sont vraiment des archi-libéraux indécrottables en sont à faire des propositions similaires, tant ils voient que le monde dans lequel ils nous ont entraînés n'est plus tenable dans la situation actuelle. C'est notamment le cas d'Alain Minc, et je vais vous lire ce qu'il dit parce que franchement, ça vaut le détour. Voici ce qu'il dit. La logique intellectuelle plaiderait pour l'annulation de la dette détenue par la Banque centrale ou au moins d'une partie d'entre elles. C'est trop demander au système financier. Il est quand même assez pertinent dans ses remarques. C'est trop demander au système financier, son conformisme n'y survivrait pas et les contre-arguments juridiques pacta sunt servanda sont très difficiles à combattre, en particulier vis-à-vis des Allemands. Il faut donc arriver au même résultat sans provoquer de bataille de principe. Les pires de toutes avec nos partenaires. La voie, c'est là que ça devient vraiment intéressant, la voie la plus naturelle est de voir la Banque centrale échanger des bons du Trésor contre des titres perpétuels à bas taux d'intérêt ou, si l'idée de perpétuité provoque elle aussi des blocages idéologiques, contre des titres de 50 et 100 ans durée qui existent sur le marché des capitaux. Vous voyez qu'un type comme Alain Minc en soi a proposé des solutions qui se rapprochent très nettement de celles que propose Jean-Luc Mélenchon depuis maintenant 10 ans, il faut vraiment que le système soit entré dans une très grave crise. Et de fait, on y est, donc il va falloir aller vers les solutions que propose Mélenchon, sinon, tout simplement, on n'arrivera pas à rembourser cette dette et le risque principal est celui de la banqueroute. Et ça, la banqueroute, les libéraux ont bien compris que ça serait pire pour eux, puisque ça veut dire le non-remboursement pur et simple des dettes, donc pour le coup tout le monde y perd et on entre dans un monde qu'on n'est pas capable de décrire parce qu'on ne sait pas ce qui se passerait dans un système financiarisé et mondialisé dans lequel un État comme la France par exemple serait en défaut de paiement. Donc voilà comment fonctionne cette proposition de Jean-Luc Mélenchon de transformer la dette actuelle en dette perpétuelle pour en réalité l'annuler. J'espère vous l'avoir fait comprendre de manière assez simple et assez claire, je la répète en quelques mots s'il faut. La Banque centrale détient des dettes d'État. Il suffit qu'elles disent que leur durée est perpétuelle et à taux nul pour que, sur le papier, cette dette existe encore dans la Banque Centrale Européenne, mais en réalité soit annulée et que l'État français n'ait plus à rembourser les intérêts issus de cette dette. Il faut savoir quand même que chaque année, ça nous coûte 38 milliards d'euros le remboursement de la dette, la charge de la dette, ce qu'on appelle la charge de la dette, ça nous coûte 38 milliards d'euros par an d'avoir à rembourser cette dette et ses intérêts. Voilà ce que je voulais vous dire, mais avant de vous quitter, je voudrais vous dire une dernière chose importante sur la dette. C'est que on la calcule d'une manière qui est totalement absurde. Pour l'instant, j'ai pris le parti de considérer que ça avait du sens de dire que notre dette était de 115% du PIB, mais en réalité, ça n'en a aucun. Pourquoi c'est absurde ? Parce que ça revient à ramener la dette de l'État à une seule année. Alors qu'en réalité, la durée de vie moyenne d'une dette de l'État français, c'est 8 ans. Ça veut dire que si on voulait faire un ratio qui ait du sens, on pourrait éventuellement ramener cette dette sur 8 ans, sur 8 années de production de la France. Et auquel cas, on se trouverait dans une situation où on n'est pas à 100 ou 115% d'endettement du PIB, mais à 12 ou 14 selon qu'on prenne 100%, la somme à laquelle on est maintenant, ou 115% la somme à laquelle on sera bientôt. Vous voyez, tout ça rend les choses moins inquiétantes
que ce qu'on essaye de nous faire penser. Mais il y a une autre chose qui n'est jamais prise en compte, qui est le patrimoine de la France. Et le patrimoine de la France lui-même, il est de plus de 15 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'il gage 8 fois en valeur la dette française. Donc vous voyez, en réalité, l'État français n'est pas du tout en situation de surendettement. Et si je vous ai parlé au début de l'aspect politique de la dette, de l'utilisation politique qui est faite de la dette pour faire peur aux gens et pour mener des politiques libérales, eh bien la façon même de présenter cette dette est politique et représente des choix politiques. Le fait de dire qu'on ramène la dette à une année de production du pays, c'est bien pour nous faire flipper, c'est pour nous faire peur, pour nous dire qu'on est surendetté, alors qu'en réalité, 1, on ne l'est pas, et 2, l'État est un acteur économique particulier, c'est ce que je vous ai dit dans, je crois, mon avant-dernière vidéo. L'État est un acteur économique particulier qui peut choisir ses recettes, qui peut déterminer le montant de ses recettes. Et on en revient aux aspects politiques. Si l'État s'appauvrit, c'est aussi parce qu'il refuse de taxer ceux qui ont de l'argent, de prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la poche des plus riches. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la dette. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Moi, ça me fait très plaisir, ça m'encourage à faire des vidéos. Et puis, si cette vidéo spécifique vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Dites-moi, comme toujours, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je les lis, je suis très friand de vos avis. Donc, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!